il y avait quand même une condition, c'est qu'il fallait que Pfizer fasse des études, ainsi que d'autres qui utilisaient les OGM sur ces vaccins, qu'il fallait qu'ils fassent une étude environnementale et une étude sur la toxicité. On a demandé à l'EMA de nous fournir cette étude, on ne les a toujours pas. Après, quand vous dites, quels sont les nouveaux chiffres de l'efficacité? Ça aussi, c'est vraiment une question, parce qu'au début, qui a donné l'efficacité? C'est le laboratoire Pfizer, quand il parlait de 95%. Après, on a vu qu'il y en a certains qui parlaient de 60%. Puis après, on a vu que l'immunité durait 3 mois, puisqu'il fallait après faire les rappels. Donc, à ma connaissance, mais j'ai peut-être loupé des études, mais je n'ai pas vu des études fournies par, je dirais, des universitaires indépendants, parce que j'aimerais bien que ce ne soit pas le laboratoire Pfizer qui donne les chiffres, mais que ce soit vraiment des scientifiques indépendants qui reformulent l'efficacité. Et sur les effets secondaires, je peux vous dire qu'à la commission Covid, on avait demandé un hearing sur les effets secondaires qu'on n'a pas eu. Il y a plein de groupes politiques qui ne voulaient pas qu'on en parle. Et là-dessus aussi, ça serait bien de faire un état des lieux quand même des effets secondaires. Alors, on a eu droit au Covid long, où un des responsables français d'ailleurs, Mme Salmon, disait que les symptômes du Covid long, eh ben, il y a pas mal de symptômes équivalents au niveau des effets secondaires du vaccin, mais il n'y a pas eu vraiment, moi j'aurais aimé, vous voyez, faire intervenir différents scientifiques du monde entier pour qu'on nous parle des effets secondaires. Et là, c'est vraiment tabou, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas d'effets secondaires sur les vaccins. Et pourtant, il y en a eu. Puisque Moderna, on avait réduit, vous savez, on ne vaccinait pas pour les jeunes de moins de 30 ans. On vaccinait après. Et on a sur AstraZeneca, il y avait des thromboses. Sur Moderna, il y avait des problèmes de péricardite. Et les effets secondaires aussi au niveau des femmes. Alors, à un moment, ça a été accepté. Et puis maintenant, il y a plein de scientifiques qui disent « Ah mais non, ça n'existe plus ». Donc il y a un truc qui est vraiment pas clair. Et d'un point de vue juridique, vraiment là, il faudrait demander à un juriste de savoir si la remise en cause de ce qui avait été indiqué par les labos, et maintenant avec les nouveaux résultats, est-ce que ça peut remettre en cause les contrats? Je crois que sur les contrats, si on avait l'ensemble des contrats, parce qu'on a eu des fuites, mais on n'a jamais eu l'ensemble des contrats, je pense qu'il n'y avait pas de clause, mais c'est une supposition, puisqu'il faudrait que je le dise, où on garantissait une efficacité et et qui est très peu d'effets secondaires au niveau des vaccins. Vous voyez, on leur a donné un blanc-seing en fait. Et c'est pour ça que dans cette histoire, c'est pas une histoire de pro ou d'anti-vax, c'est une histoire où on a inoculé un produit dont on n'avait pas tous les éléments. Et que je trouve que c'est vraiment maintenant qu'il faut avoir des éléments tangibles avec des scientifiques indépendants et non pas en lien avec les laboratoires pharmaceutiques pour savoir exactement l'efficacité de ce produit. Parce que si demain il y a une nouvelle pandémie, on va se retrouver dans les mêmes. Vous voyez, on n'est pas sensible aux obstacles qu'on a eus et au fait que moi, qui suis pro-européenne, qui défends vraiment l'Europe, parce que c'est quand même un rempart très important, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les substances toxiques, tout ça, c'est pas la dimension d'un État, vous voyez, qu'on peut répondre à ça. Donc c'est vraiment une vision européenne, mais il faut que les institutions jouent le jeu. Moi, j'ai pas envie que les institutions prennent le pouvoir, vous voyez, même sur les députés européens, et encore moins sur les citoyens européens. Et là, on a une crise. Une crise qui est où notre dernier rempart maintenant, c'est la justice. Et vous voyez que même sur la justice, on se renvoie la balle d'un État comme la Belgique à l'Europe en disant qui a les compétences pour. Mais c'est grave ça, parce que quand on parle de démocratie, ça veut dire qu'il faut que chacun soit le rempart dans la défense, vous voyez, de la démocratie à tous les niveaux, et dans la défense d'une justice indépendante. Et cette histoire de procureur européen, alors c'est un appel que je lui lance, mais il faut qu'elle soit exemplaire là, et il faut qu'elle aille vite. Parce qu'il ne faut pas attendre la fin de la législature, qui est quand même en juin 2024, pour avoir le résultat, vous voyez, de toutes les attaques en justice.
Si on nous dit, tout a bien marché, circulé, il n'y a rien à voir, alors à nous à changer les textes quand même. Mais si on n'a pas de réponse jusqu'à 2024, eh ben, il y aura une suspicion, vous voyez, sur nos institutions. Et ça, je trouve ça dramatique. Vous voyez, la crédibilité, la démocratie, ça ne s'instaure pas, ça se construit. Et en ce moment, il y a une faille dans le système. Parce que nos institutions n'ont pas joué le jeu. Mais justement, est-ce que ça n'est pas en lumière, cette histoire de Pfizer aussi, le fait que l'Europe est complètement, on va dire, non mais face aux puissances de l'argent, tout simplement, les conflits d'intérêts dans tous les coins, avec des allers-retours, enfin quand on voit... le revolving door, donc les portes tournantes. Les portes tournantes, voilà, quand on voit que le responsable, c'est un ancien de l'EFTIA, qui était chargé, qui était un ancien de la négociation des contrats. De la négociation des contrats, qu'il était l'ancien président de l'EFTIA, ça ne devrait même pas. Enfin, c'est évident qu'on arrive à des situations comme ça là. Et quant à l'efficacité des vaccins, rappelez-vous, en 2020, le débat a été complètement confisqué. Il fallait être pour, on était contre, et si on émettait le moindre doute, la moindre en disant mais est-ce que peut-être on était pire que tout, égoïste, on ne voulait pas se vacciner pour les autres, etc. Et enfin, là-dessus, moi, et de toute façon, ce sont toujours les labos qui fournissent les études qui vont avec un médicament. Mais en tout cas, sur les conflits d'intérêts et sur le fait que c'est Pfizer qui dirige les politiques publiques de santé publique en Europe, là, très clairement. C'est la question de l'importance des lobbies, en fait. Donc c'est de dire, est-ce que l'évolution des méthodes de lobbying aujourd'hui sont toujours compatibles avec la démocratie? C'est une vraie question quand on voit le travail de l'EFPIA ou de l'entrisme, des cercles de compromission. Bon, il n'y a pas que le cas du négociateur des contrats, il y a aussi le cas de la directrice de l'Agence européenne du médicament. Et donc on se demande quand même, parce que même pour les députés, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire qu'on demande aux députés d'être transparents avec les lobbyistes éventuellement, ou le travail des lobbyistes, mais au sein de l'administration, il y a des fonctionnaires qui ont beaucoup d'obligations, à qui on promet un emploi futur, donc c'est pas techniquement de la corruption, mais c'est quand même, ça s'en rapproche, des gens qui font des allées et venues entre le lobby pharmaceutique et l'administration qui est en charge de contrôler l'industrie. Ça réellement, ça pose problème. On ne peut pas m'expliquer aujourd'hui que tous les scientifiques sur Terre travaillent ou sont tous en conflit d'intérêts. Alors pourquoi on prend ceux qui sont en conflit d'intérêts? C'est tout ça rejoint un peu le travail de Christophe sur la transparence des mandats. En fait, ce qu'il fait, c'est montrer, en publiant tous les mandats publics et privés de politiciens, les éventuels conflits d'intérêts. Et je dirais que, vous voyez que ça dépasse le cadre des vaccins. Ça touche le Parlement, ça touche la Commission, ça touche toutes les institutions européennes. Et on s'attendait à ce que la Commission nous fasse une proposition sur un organisme indépendant d'éthique. Eh bien, les premières propositions sont hyper décevantes. Parce qu'ils mettent encore des députés, des gens, des hauts fonctionnaires, etc. Alors que nous, on voulait des experts qui n'ont rien à voir avec ça, qui ont un pouvoir d'investigation et un pouvoir de sanction. Vous voyez que ça, c'est l'ensemble du système. On parlait des institutions, mais il faut que les institutions, elles soient irréprochables. Et qu'il y ait une possibilité d'investiguer s'il y a des conflits d'intérêts, s'il y a des fonctionnaires qui vont après travailler dans le privé, ou qui viennent du privé pour travailler dans l'institution. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais on doit terminer. Donc, merci d'avoir posé ces questions, merci d'être là. Et vous voyez que notre sujet dépasse le cadre de la pandémie. Mais qu'on doit se servir de ça pour renforcer à la fois nos institutions, pour renforcer le contrôle, et puis pour renforcer aussi les sanctions, parce que s'il n'y a pas de sanctions, si c'est toujours, vous voyez le concept name and shame, ça ne suffit pas. Et là on voit bien qu'on est à une phase où on a besoin d'organismes indépendants, il faut que les gens rendent des comptes. Vous voyez, on demande aux gens de rendre des comptes s'ils ne payent pas leurs impôts, eh ben, il faut qu'ils rendent des comptes sur leur conflit d'intérêts, puisque ça a été fortement attaqué dans le cadre de la santé.
Mais il y a les agences aussi. Hein. On voit bien que les agences donnent des recommandations, mais si c'est fait par des gens qui ont travaillé dans l'industrie ou dans les lobbies. Mais vous avez essayé de prendre une mesure quand même. Hein. Donc, il faut rappeler votre commission Covid, donc vous en étiez également signataire de cette décision, vous avez pris cette décision d'interdire l'accès au Parlement européen aux lobbyistes de Pfizer, ce qui n'a pas été suivi par le Parlement européen. Donc il y a une confusion entre la commission Covid et le Parlement européen. Donc voilà, pour être bien clair, ce sont des députés comme Michel Rivasi qui ont demandé l'interdiction, ils étaient unanimes dans leur commission, c'est le Parlement qui n'a pas suivi. Donc ça montre quand même qu'il y a un problème du contrôle du lobbying. D'abord, la déclaration, je rappelle, n'est pas obligatoire. Donc voilà, on est invité à se déclarer, voilà, moi c'est mon cas, je suis déclaré, mais en réalité on n'est pas comme aux États-Unis, avec une législation qui dit si vous ne déclarez pas les intérêts pour lesquels, les intérêts que vous représentez, ou si vous ne déclarez pas vos rendez-vous, vous êtes en fait, même en pénétrant sur le territoire, sans vous déclarer au département de la justice, vous commettez une infraction pénale. Donc ils ont réellement une législation forte qui s'appelle la FARA, qui attaque les propagandistes et les agents de renseignement étrangers. Chez nous, on a des institutions européennes et aucune sanction éventuelle pour les gens qui sont non déclarés, pas transparents sur leurs intérêts. Et donc comment est-ce qu'un député, dans ces conditions-là, peut faire son travail en toute tranquillité et sans influence malsaine de l'extérieur? En fait, on vous met dans des conditions où l'exercice de votre fonction est très compliqué. Et on ne prend pas les mesures en sanctionnant ces pratiques. Mais par contre, les lobbies prennent des mesures contre nous. Oui. Ouais. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir